Le Club Sexu présente À quoi tu jouis, un balado produit grâce au soutien de Cozy, des meubles conçus avec soin pour la vie moderne. Des désirs de soumission puis d'humiliation, les femmes en ont. Le problème, c'est plus le patriarcat en général dans la société qui fait qu'on a l'impression que la femme est soumise puis que c'est pas correct. Mais là, c'est que t'enlèves complètement le pouvoir à la femme d'être consentante à ces actes-là puis à le désirer. Ouais. Justin, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Depuis le début de nos brainstorms, quand on a commencé à travailler sur le podcast, on savait qu'on voulait parler de pornographie, mais c'est comme si on savait pas par où prendre ça. Un peu comme si on voyait ça comme une espèce de grande montagne qu'on savait pas du tout comment la gravir. Mais là, on a enfin le courage. Mais je pense que ça révèle surtout à quel point la pornographie, c'est un sujet qui est vaste puis qui est vraiment très, très complexe. On en arrive même au constat qu'on devrait peut-être plus parler de les pornographies plutôt que de la pornographie. C'est vraiment un sujet qui crée beaucoup de réflexion puis de débats aussi. On avait fait, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'octobre 2021, un défi qui s'appelait le Mois sans porno, qui est en fait une initiative qui encourageait les gens à prendre une pause porno pour explorer leur plaisir, leur désir. Et ça avait quand même créé beaucoup de réflexions, de débats même dans nos communautés. Et on avait aussi fait en parallèle à ça 2 carnets de plaisir, qui est en fait des entrées de carnets de 2 participants, Sébastien et Laurent, qui sont des noms fictifs. Et à chaque jour, Sébastien et Laurent nous permettaient d'accéder à leurs pensées face aux défis sans porno. C'était vraiment des belles paroles. Puis d'ailleurs, l'épisode qui va suivre est ponctué de ces paroles-là. Puis c'est vraiment très précieux, je trouve. Entièrement d'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on tient à vous dire qu'au fil de l'épisode, on fait l'exercice de se plonger dans certains fantasmes et certaines pratiques sexuelles plus nichées, dont certaines qui bafouent le consentement, comme le fantasme du viol, l'exhibitionnisme ou encore l'humiliation. On parle aussi brièvement de troubles alimentaires. Bonne écoute. Restez avec nous jusqu'au bout, parce qu'à la fin de l'épisode, on jase avec Maude Huysmans, cofondatrice du Club Sexu et l'une des directrices de création de l'expérience Sexe, Désir et Data, présentée dès le 1er août 2023 au Centre Phi. On entend souvent dire qu'une des plus grosses épreuves pour tester si un couple est solide, c'est de monter un meuble ensemble. T'sais. C'est tellement vrai. Sacré après une vis. Ce qui est cool avec Cozy, c'est que les divans sont super faciles à monter. Ils arrivent dans des boîtes en 2 à 5 jours. Donc, dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que Cozy se démarque par rapport à ça. Puis leur but, justement, c'est pas de d'ébranler les couples déjà existants, c'est vraiment juste d'être confort, en fait. Vraiment. T'sais, dans le fond, le grand défi, ça va être de ne pas le faire sur le divan monté en 30 minutes, de résister à la tentation. Ou pas. Merci, Cozy. Salut! Merci Allô? d'être avec nous ce soir. Donc, on est avec Léa Séguin et Chloé Saint-Laurent. Donc, je prends une petite seconde pour vous présenter. Léa, tu es chercheuse en sexologie et consultante pour le Club Sexu. C'est d'ailleurs toi qui donne notre formation de communication empathique. Tu t'intéresses tout particulièrement au plaisir, à l'orgasme, et une de tes missions, c'est de détruire l'hétérosexualité. Oui. C'est quand même, C'est pas une mince tâche, on va se le dire. Récemment, tu as rédigé 2 articles sur le site du Club sur la consommation de pornographie en réponse au Mois sans porno, qui était une initiative du Club qui visait à se questionner sur le rapport qu'on entretient avec la porno. C'est d'ailleurs ces 2 textes-là qui nous ont donné envie de faire cet épisode-là, donc merci de nous avoir inspiré cette conversation. C'était le fun à écrire. Chloé, tu es créatrice de contenu OnlyFans et tu es escorte indépendante. Tu es membre de l'Indie Companion, qui est un collectif de travailleuses du sexe indépendantes à Montréal. Oui, allô? J'adore, on fait tout ensemble mettre les gens dans la face dans leur leur bio. Là, puis ça, c'est un bel exercice. Tu as aussi été consultante pour une installation sur le travail du sexe pour l'exposition Sexe, Désir et Data qui va être au Centre Phi cet été. Oui, beau projet. Oui, super beau projet, une collaboration entre le Centre Phi et le Club Sexu. Et on vous reçoit toutes les deux ce soir pour parler, en fait, de consommation de pornographie et plus précisément pour déboulonner des mythes entourant la consommation de pornographie. Pour commencer, on va tout de suite tomber dans le vif du sujet. Dans ton article, Léa, tu essaies de démystifier une idée voulant que la pornographie, ça change notre cerveau. C'est quand même pas rien comme statement. Est-ce que c'est vrai que la pornographie, ça change notre cerveau? Oui. L'épisode est terminé, c'est tout ce qu'on avait à dire. Ben oui, ça transforme notre cerveau.
Mais ça, on a beaucoup d'attitudes négatives. En tout cas, on a peur de l'idée que la porno va changer notre cerveau, mais pas apprendre une nouvelle langue, par exemple. Mais c'est juste à cause que la porno, c'est tabou. C'est plein de... Tu sais, on a peur de la sexualité en général dans notre culture, dans notre société. C'est mal vu. Fait que c'est ça. On pense que c'est plus nocif, la pornographie, que d'être bilingue. Oui, il y avait une rumeur. Il y avait une rumeur voulant que Bob l'éponge ait complètement changé les cerveaux des enfants aussi. OK. Ça les a rendus super actifs, en tout cas. Est-ce que tu l'avais déjà entendu, ça, cette Le Bob idée-là? l'éponge? Oh non! Oh non! Mais le Bob l'éponge aussi. que la porn, que c'était Particulièrement nocif. particulièrement nocif, comme les jeux vidéo puis tout ça. Pourtant, aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que les jeux vidéo, ça a en fait des effets positifs sur la prise de décision, sur la gestion de stress, sur multitasking. Bon, je dis pas qu'on devrait tous passer 12 heures par jour à jouer aux jeux vidéo, ni à regarder de la porno. Mais ultimement, je pense pas que la conception que ce soit nocif est ancrée dans des faits empiriques. Je pense que c'est juste une vieille vision judéo-chrétienne du sexe, comme tu mentionnais, qui est ultimement nocive à l'épanouissement sexuel des gens. Avec Justin, on remarquait que on utilise souvent le terme « consommer » pour parler de porno, comme si c'était une drogue. Mais par contre, on dirait jamais « j'ai consommé du cinéma ». C'est vraiment comme un terme qu'on utilise beaucoup en porno. Est-ce qu'on peut, selon vous, devenir accro à la porno? Est-ce que c'est vrai, ça? Ben non. T'sais, on peut pas vraiment devenir accro au sens classique du terme là, à la pornographie. C'est-à-dire, quand on arrête de consommer de la porno, on va pas en sevrage, on n'a pas on n'a pas plein de symptômes physiques ou psychologiques désagréables. C'est plus une peur, en fait, de devenir accro à la porno. Chloé, est-ce que tu as déjà senti, toi, des clients sur OnlyFans ou même des clients que tu peux avoir en général, Même avoir peur ou des gens autour de toi avoir des peur? gars que j'ai connus qui Ouais. disaient flat out, moi, j'ai une dépendance à la pornographie. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Je pense pas qu'au point de vue officiel, on peut devenir dépendant. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir de la dopamine qui est sécrétée quand tu regardes de la porno, puis que ça, c'est plaisant. Puis, je veux dire, tu peux le retrouver en mangeant des bonbons ou en magasinant ou en jouant au poker sur ton cellulaire ou en faisant plein d'autres choses. J'aurais tendance à dire que c'est comme une proie facile, la porno. Viser la porno Ouais, spécifiquement, c'est un peu... Ben, c'est ouais. facile, puis ça répond pas aux besoins ou aux problèmes sous-jacents que les gens ont un vide à combler puis qui vont aller le combler un peu n'importe où, n'importe comment. Mais au-delà d'être addict ou d'en avoir besoin absolument, il y a quand même peut-être cette idée-là que si on consomme beaucoup de porno, ça va peut-être être plus difficile d'éprouver de la satisfaction lors de relations sexuelles réelles. Tu sais. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça? Est-ce que ça se peut qu'on arrive dans la réalité puis Qu'on soit déçu. qu'on soit déçu? Tu sais? Moi, je pense que la porno, ça a des fins de divertissement. Je veux dire, si tu regardes un film de science-fiction où il y a des batailles, puis tout ça, puis là, tu arrives dans la réalité, puis finalement, c'est pas de même que ça se passe. Ben, tu sais, je veux dire, c'est de garder en tête que, justement, la porno, c'est un média comme un autre. Je veux dire, c'est pas... quand t'en fais toi-même de la porno, tu réalises que c'est vraiment pas naturel puis rapide, puis tu t'essayes dans un angle, puis là, tu recommences, puis là, ci, puis ça, c'est pas fluide. Ouais. Ben, en général, la recherche, ça montre qu'il y a pas... La plupart du monde, là, ils disent que ça n'a pas eu d'impact sur leur vie sexuelle ou relationnelle de regarder de la porno. Puis il y a même du monde qui vont rapporter des effets positifs sur leur couple, comme plus d'exploration sexuelle, plus de communication sexuelle. Si on revient plus à l'aspect, genre, d'en regarder beaucoup, t'sais. Souvent, c'est à cause que la personne, elle a un fantasme particulier. Elle va aller chercher ça dans la pornographie. C'est plus le fantasme comme tel qui est... Ou comme plus pas le fantasme, mais l'absence de diversité de fantasmes, de choses qui l'excitent, qui est plus le problème ici. C'est ça qui va se voir répercuter dans les relations sexuelles dans la vraie vie. Pour certaines personnes, oui, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, c'est comme pas assez pour les exciter. Oui, parce que, tu sais, j'avais déjà entendu la comparaison. Si tu manges vraiment piquant tous les jours, le jour où tu manges un plat où il n'y a pas d'épices, tu vas trouver ça fade. Est-ce qu'on peut faire cette même comparaison-là avec, tu sais, une grande consommation de porno en termes de temps, mais aussi de
d'intensité. D'intensité, oui, exact. Moi, je dirais que oui. Mm-hmm. Je pense que c'est une super belle comparaison. Ça illustre très bien le concept, là, ouais. Puis tu sais, tu parlais de fantasmes précis qu'on magasine dans la porn, mettons. Puis moi, ça me fait penser aux mots keywords, là, qui sont des keywords qui sont des catégories de porn précises qu'on magasine en fonction de nos désirs. Par exemple, ça peut être domination, threesome, daddy. Est-ce que tu viens de nommer J'ai juste des donné mes keywords? propres keywords. Ouais, c'est ça que j'ai. Oups! Tu sais, tu les nommes juste comme ça, par exemple. Ouais, les c'est premiers ça. qui te viennent en tête, Ben oui, sinon, tranquillou. pense à Non, d'autres c'est correct. choses, là. Genre, T'as pas d'autres... blonde. Bon, fait que tu vois que lui, il a besoin d'un peu plus de diversité dans ses... dans mes keywords. dans son utilisation de porn, parce qu'il y a juste 3 keywords qui viennent en tête. Ben non, j'en ai d'autres. Ça pourrait être college aussi. Par exemple. Ma question, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des keywords dans la porn, mais des keywords différents dans la vraie vie? Absolument. Donc, est-ce que c'est possible finalement que la porn soit cette espèce d'univers-là parallèle où nos keywords sont un peu plus épicés, mais que dans la vraie vie, on n'a pas besoin de cette épice-là où... Absolument. Donc, c'est un univers qui a ses propres règles, comme pour le désir, on dirait. Moi, personnellement, la porn que j'écoute, c'est pas dans les pratiques que j'ai dans ma vie personnelle ou même dans ma vie professionnelle, en fait, là. La réalité de la chose, c'est que c'est pas des pratiques que je serais à l'aise de pratiquer ou que j'ai envie de pratiquer ou que l'idée semble plaisante, mais je le sais que rendu à le faire, ce serait overwhelming ou juste pas ce dont j'ai envie. Oui, effectivement. Il y a quand même beaucoup de fantasmes que les gens ont qui sont populaires, sont en fait vraiment populaires. C'est toutes sortes de choses plus tabous, des choses que dans le DSM, on considère qui est carrément problématique ou Comme paraphilique. quoi, par exemple? Ouais. Hein? Tout ce qui rassemble les troubles de fétichisme. OK. C'est dans le DSM. Ah oui, encore à ce jour. Oui, c'est encore là à ce jour. Le tu sais, DSM, qui est quoi ça pour les prend- personnes qui ne sauraient pas c'est quoi? C'est le manuel de statistique et diagnostic de problèmes de santé mentale. Là. Pour avoir un diagnostic de trouble de fétichisme, par exemple, ça prend quand même une détresse personnelle. Alors, tu sais, si tu n'en as pas, puis tu vis très bien tes fantasmes puis tes fétiches, tu n'auras jamais un diagnostic comme ça de coller après. Là. Mais, ouais, alors, tous les fantasmes qui parlent de ce genre de choses-là, comme qui englobent ces choses-là, c'est des choses que tu trouves dans le DSM, ou comme l'exhibitionnisme aussi, ça compte là-dedans, tu sais, des affaires comme ça. C'est assez populaire, là. Je pense Comme que quoi c'est les d'autres, hein? quatrièmes. Ben, fait que l'exhibitionnisme, ça, c'est quand tu es en public puis tu t'exposes en public ou tu as des relations sexuelles en public. Le frotteurisme, alors ça, c'est quand tu es Dans comme le métro. dans le métro, puis tu te frottes après quelqu'un, puis là, comme la personne peut sentir ton érection, puis... Ouais. Alors, c'est beaucoup du non-consentement aussi, puis c'est une des raisons pourquoi, d'ailleurs, c'est dans le DSM, là. Alors là, tu sais, une personne qui veut faire ça, puis qui n'est pas complexée par ça, elle va quand même l'avoir, là, le trouble, parce qu'il n'y a pas de consentement. Alors, tu sais, ça joue dans le consentement aussi. Alors, tu sais, il y en a plusieurs là-dedans qui sont carrément illégales, là, tu sais. Alors, tu sais, c'est normal de pas vraiment vouloir faire ça dans la vraie vie, tu sais. C'est pas tout le monde qui... Il y a bien du monde qui a un fantasme de baiser comme ça en public, ou est-ce que les gens pourraient peut-être les pogner, ou carrément... C'est comme, non, c'est super explicite, tout le monde peut me voir. Ils vont jamais vouloir faire ça, là, pour vrai. C'est quand même... Il y a une grosse différence. Alors... Ces personnes-là vont plus chercher ça dans la pornographie ou ils vont juste avoir ces fantasmes-là dans leur tête puis ça va rester là sans le pratiquer pour vrai. Puis... Mais j'imagine que à ce moment-là, l'esprit critique entre en ligne de compte dans le sens où, je sais que l'exemple que je lisais souvent, c'est par rapport au sexe anal. En porno, ce qu'on nous présente, c'est le sexe anal comme une pratique qu'on peut faire maintenant, tout de suite. Pas besoin de préparation, pas besoin de lube. Ben, si quelqu'un voit ça sur son écran, risque de penser que ça se peut dans la vraie vie. Mais avec un esprit critique, cette personne va savoir que dans la vraie vie, l'actrice ou l'acteur s'est préparé pendant très longtemps, s'est dilaté, a utilisé des lubes. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là d'esprit critique par rapport à ce qu'on regarde? Ben, c'est justement ça. L'esprit critique est nécessaire à ce moment-là. L'éducation sexuelle est très mal faite en général aussi. Ça avoir... C'est pour ça qu'on est là, le club. Ben oui, c'est ça, Ouais, mais c'est d'avoir une porn qui serait plus réaliste, où est-ce que ce genre de choses-là serait monté, où est-ce que ça pourrait être super intéressant, tu sais, puis que ce soit, tu sais, où est-ce que le gars débande, ou bien genre
Finalement, il essaie une position, ça marche pas. Ça fait 3 fois qu'il essaie, ils sont pas capables. Il y a une différence de grandeur. Mais je veux dire, c'est dans une émission de cuisine, ils coupent les légumes d'avance, là, tu sais. Puis je veux dire, il y a des trucs de mesurer, puis parce que ça te tente pas de l'avoir chercher sa tasse à mesurer, puis tu sais, gosser chaque affaire, t'es pas là pour voir ça, puis c'est pas divertissant. Non, exact. José Di Stadio qui coupe des patates pendant 1h15. C'est moins le fun que l'avoir faire un gratin dauphinois, mettons. C'est ça. Fait que, bon... On va beaucoup bâcher la pornographie en général, mais quand est-ce qu'on va bâcher les films de romance qui sont super stéréotypés puis qui nous présentent des amours toxiques, par exemple, qui sont glorifiés, Twilight. Oui, entre autres. Sex and the City à fond. C'est bon d'incorporer une unité dans l'éducation à la sexualité là, qui en parle. Mais on n'a pas vraiment ça. C'est qui aborde ça dans leur cours d'éducation à la sexualité au Québec puis même au Canada? Là, c'est pas... On n'ose pas en parler. Moi, j'ai été super chanceuse. Là. Moi, je me rappelle, j'avais 9 ans puis c'était un documentaire sur le clitoris puis les conversations sur l'éjaculation féminine. Mais si je compare à l'éducation sexuelle que mes amis ont eue, ça n'a pas rapport. Tes parents sont nice. Non, ben... On salue tes parents. Oui, allô, ben, Bonsoir. moi... Ma mère, elle sait que je suis escorte, puis elle trouve ça trippant, puis je suis comme entrepreneur, puis elle est fière de ça. Regardant les autres autour de moi, je suis chanceuse en tabarouette parce que j'ai eu un épanouissement sexuel qui est venu beaucoup plus tôt dans ma vie que mes amis qui étaient début vingtaine puis qui n'avaient jamais eu un orgasme. Parce que sont laissés à eux-mêmes, puis tu sais, c'est... en tout cas. Ouais, mais c'est inspirant d'entendre ces discours-là parce que tout d'un coup, tu sais, la sexualité a été présenter comme quelque chose de positif dès le départ plutôt que de passer par toute une déconstruction avant d'être capable de peut-être accéder à cette vision-là plus positive. C'est la meilleure partie d'être un adulte, le sexe. Je veux dire, t'as des factures, des responsabilités, t'as plein d'affaires à faire, t'es fatigué, t'as mal aux articulations, mais le sexe, c'est le fun en tabarouette, là, faut en profiter. C'est un beau terrain de jeu à avoir quand c'est fait, justement, de façon éclairée puis consentante, là. Mon Dieu, c'est la chose la plus pertinente que j'ai entendue depuis le début de l'année 2023. Wow! C'était vraiment bien dit. Wow. Carnet de plaisir, un mois sans porno. Jour 7. Laurent. Si je me masturbe 5 fois par semaine devant de la pornographie, puis environ 12 ans, à raison d'environ 15 minutes par séance, j'aurais passé 46 800 minutes, soit 780 heures, soit 32 jours entiers de ma vie devant de la pornographie. Ça fesse. Mais Léa, est-ce que dans tes recherches, tu remarques s'il y a des types de personnes qui ont tendance à éprouver des émotions négatives en regardant de la porn? Si on a déjà comme cette honte-là par rapport au fantasme qu'on a, là, puis après ça, on va aller regarder ça en ligne, c'est comme plus de culpabilité puis de honte après. Ça fait comme un cercle vicieux un peu. C'est vraiment causé par qu'est-ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Alors, tu sais, d'un côté, t'es comme, c'est mauvais pour la société, c'est mauvais pour les gens, c'est nocif, etc., etc. Puis d'un autre côté, tu le regardes, puis ça te donne du plaisir. Alors, tu sais, à quelque part, ça va pas, là. Il y a comme un mismatch dans ta tête, puis c'est ça qui cause beaucoup d'angoisse, disons, chez plusieurs personnes. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui regarde, mettons, de la porno une fois par semaine, mais qui a une vision théorique négative de la porno, a plus de chances de ressentir des émotions négatives plutôt que quelqu'un qui en regarderait chaque jour, mais qui est très à l'aise avec ça, puis qui trouve ça... Ouais. Moi, j'ai des clients qui sont pas à l'aise de me voir, mais je veux dire, ils déboursent quand même des centaines de dollars pour passer du temps avec moi. Fait que clairement, le processus décisionnel, tu sais, je veux dire, ils se sont rendus jusqu'à débourser beaucoup de sous pour le faire. Fait qu'ils sont consentants. J'ai l'impression que ça vient vraiment justement de l'approche qu'ils ont à la chose puis la vision qu'ils ont de la chose, comme si j'étais exploitée, comme si c'était mal de voir une escorte. Puis c'est pas... Puis je veux dire, même au niveau de la nourriture, en fait, là, on parle beaucoup, c'est super, je fais le parallèle, là, mais l'alimentation intuitive, positive, tout ça, de démoniser, de manger du sucre ou du gras versus de juste... que les gens vont avoir tendance justement à surmanger puis à se sentir coupable face à ça, à développer des troubles alimentaires face à ça.
Ben, je veux dire, la personne qui a mangé la barre de chocolat, puis elle, c'est juste, ben regarde, ça me tente de manger une barre de chocolat, je vais manger une barre de chocolat. L'effet n'est pas du tout le même. Mais je suis curieuse, quand tu parles du fait que tu ressens cette honte-là, est-ce que les gens t'en parlent ou tu la perçois? Oui. Ben oui. Comment ça se passe? Ben déjà, on va rester sur le sujet plus de la porn. J'ai des clients sur OnlyFans qui explorent des fantasmes avec moi qui n'ont jamais exprimé à qui que ce soit, à leur femme, à leur conjointe, à leur famille, des questionnements sur leur identité de genre, sur leur orientation sexuelle. Puis ils sont pas à l'aise de le faire en dehors de moi qui est une étrangère derrière un écran. Puis c'est qu'ils ont honte, justement. Ils ont peur des répercussions, de comment les gens les regarderaient après ça dans la féminisation, dans la bisexualité, dans la soumission. Tu sens que, clairement, il n'y a rien de mal à explorer ça, mais la société leur renvoie le message que c'est pas correct, puis ils ressentent de la honte juste à être qui ils sont vraiment. C'est comme une jouissance douloureuse, un petit peu. Oui. Mais comment faire pour la déconstruire? Déconstruire ce rapport-là à son plaisir, puis ce qu'on désire. Puis à son imaginaire À son aussi. imaginaire, se réconcilier avec son imaginaire. Ça doit être quand même un méchant travail. Mais je pense qu'une des choses qui peut aider, c'est de savoir à quel point c'est commun, ces fantasmes-là. Ouais. C'est tellement commun, des fantasmes qui impliquent une forme ou une autre de BDSM, là, des dynamiques de pouvoir, puis de jeu de pouvoir, puis ce genre de choses-là, ultra populaires. Je me rappelle plus c'était quoi les stats, là, mais je pense que c'était numéro 2 ou 3, ça, en termes de fantasmes le plus populaire. Puis c'était quelque chose comme 1 personne sur 4 a dit que c'était leur fantasme préféré. Donc, ils retournent tout le temps dans leur tête. Puis j'imagine aussi qu'ils retournent tout le temps dans la porno. Fait que si la plupart des gens en ont, on peut pas dire que la plupart des gens sont fuckés. Tu sais, c'est... Carnet de plaisir, 1 mois sans porno. Jour 11, Sébastien. Petite victoire aujourd'hui. Je me suis masturbé sans utiliser d'image, juste mon imagination. Par contre, je dois avouer que je me suis imaginé au lit avec une actrice porno. Mon plaisir est encore esclave de la porno. On a fait beaucoup de métaphores alimentaires. De consommer, puis consommer, on parle aussi pour de la drogue, mais la nourriture aussi, on en consomme. Puis en planifiant l'épisode, j'ai réalisé que des fois, quand je suis venu devant, j'appelle ça mes vidéos chouchou de porn, des vidéos un peu artificielles, tu sais, très... je peux venir sur commande, quasiment, avec mes vidéos chouchou. Des fois, j'ai le sentiment, tu sais, un peu comme après avoir mangé du fast-food, où t'es repu, mais t'es quand même vide. Puis je trouve ça quand même intéressant qu'on fasse les métaphores de nourriture parce que je suis comme ambivalent face à ce sentiment-là, parce que oui, je suis venu, je suis Vili Vici. Je suis venu, j'ai mangé, mais je me sens quand même un peu vide. Puis souvent, quand je suis dans ce mindset-là de je veux venir vite devant la porn, je vais vite fermer mon écran d'ordi après. Ouais. J'ai pas honte, mais tu veux juste plus le voir. Comme, OK, là, comme quand tu jettes ton papier de McDo dans la poubelle après. OK, j'ai fait ça, mais j'avais faim, je voulais que ce soit réglé. Tu sais. Ça serait quoi l'autre bout du spectre de ce sentiment-là? Ben, ça serait quoi comme un vrai bon repas? Tu te sens bien après? Porn-wise. Il a pris le temps d'écouter, de réfléchir chinoise. À ses fantasmes. Non, mais mettons, mon chum, des fois, quand il se masturbe et qu'il prend vraiment le temps de le faire, il dit « Je me suis fait l'amour ». Je trouve ça vraiment beau. Puis c'est ça, c'est comme l'idée de justement, là, tu sais, genre vraiment déguster le plaisir. Puis il peut se faire l'amour devant la porn, il y a aucun problème. Mais quand je suis dans ce mindset-là un peu junk porn, je me fais pas l'amour, là. Je veux comme sécréter justement de la dopamine. Puis ça, c'est plus un témoignage qu'une question, on dirait. Mais non, ça vous évoque quoi, avec Chloé? Moi, je pensais à genre, c'est à cause que ça n'a pas duré longtemps, puis c'était pas mindful, tu sais, c'était pas, t'étais pas vraiment ancré là, c'était un peu genre passager, c'est comme, je veux, ça me tente d'avoir un orgasme, mais je veux passer à autre chose, là. C'est pas mauvais en soi, mais c'est sûr que pour certaines personnes, ça laisse un petit vide, parce qu'on dirait que c'est comme, pas nécessairement une opportunité manquée pour avoir vraiment, tu sais, enjoy le moment, là, tu sais, puis prendre son temps, puis savourer, là, tu sais. Mais c'est comme si on te donnait une barre de... Je sais pas si t'aimes ça, le chocolat. J'aime bien. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme si je te donnais une barre
de Lindt, vraiment ça, j'aime comme le meilleur chocolat Lindt, fait que ton préféré de Lindt. Caramel là. croquant. Puis que tu l'avales d'une traite. Là. Ouais. Tu le laisses pas fondre Ouais. dans ta bouche. T'es pas en train de Mhm. tu sais, rouler ça sur ta langue. Tu sais. Disons que c'est une expérience très différente. Tu sais. Quand tu fais juste le manger d'une traite, on dirait que c'est comme... Ah. Ouais. Pour moi, c'est un plaisir différent. Je veux dire, Ouais. quand tu veux te masturber super vite puis juste avoir les effets positifs d'avoir eu un orgasme, ben oui, tu vas voir ta porno puis ça t'amène... C'est comme... t'es pressé le matin, t'es passé au McDo, tu t'as mangé dans ton auto puis... tu sais, je veux dire, ça a été super rapide. Versus, t'as pris le temps de te faire une omelette, tu t'es assis à table avec une petite musique, puis tu t'es fait une fleur dans ton... Je veux dire, c'est pas la même expérience du tout, puis c'est correct, mais je veux dire, Ouais. tu vas avoir des relations sexuelles qui vont être tout aussi C'est vrai. vides, puis c'est vraiment juste... j'avais besoin de me mettre, tu sais, puis c'est... Mhm. Puis C'est pas juste... la fin du monde. Ben, c'est pas la Non. fin du monde, Vraiment. c'est juste de... Justement, de pas te sentir mal par rapport à ça. Par contre, moi, je l'expérience. Tu sais, ça m'arrive aussi des fois, après avoir eu un orgasme, si la vidéo est pas finie, tu regardes puis t'es comme, ah ouais, Ouais, c'est weird. ah hein? OK. Tu sais, comme, parce que c'est tellement théâtral, puis c'est tellement over the top, puis pas... Ouais. Puis là, tu te sens ça quasiment ridicule d'avoir trouvé ça excitant, tu Ouais. sais. J'aurais tendance à dire que c'est juste l'attitude que tu as face à ça, puis de prendre ça pour ce que c'est aussi. De pas te dire que de manger ton petit matin, ben là, c'est McDo, c'est rendu Tim Hortons. Dans ton auto, que c'est, mettons, l'épitome de Ouais. l'alimentation puis d'un repas, Mhm. tu sais, de savoir qu'il peut y avoir autre chose, puis Ouais. que c'est ce que c'est. Mais quand on dit cette expression-là, la porn, de quelle porn on parle exactement? Ouais, j'ai comme l'impression que la plupart du temps, on parle de la porno mainstream. Tu sais, quand les gens parlent de la porno, surtout quand ils en parlent de manière négative, ils pensent pas aux autres types de pornographie qui rentrent même pas dans la mainstream, ni dans la porno plus extrême et violente, disons. Fait qu'ils oublient toutes les autres affaires qui sont... tu sais, comme qui sont correctes, qui sont consensuelles, qui sont féministes même des fois, qui sont... tu sais. Puis quand on dit porn mainstream, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on parle d'une méthode de production? Est-ce que c'est des studios qui sont mainstream ou est-ce que c'est des scénarios qui sont mainstream? C'est plus, généralement, c'est qu'est-ce qui est fait par et pour l'homme hétérosexuel, c'est genre. Tu parles de toute la société au complet? Non, juste le monde important. J'adore, c'était salty. Mais ouais, alors, tu sais, puis encore là, c'est genre pour la majorité d'eux. Alors, qu'est-ce qui est regardé puis apprécié par la majorité des hommes hétérosexuels, c'est genre. Puis est-ce qu'on voit des liens de corrélation entre la nature de ce que les gens regardent ou consomment et les émotions ressenties? Tu sais, est-ce que les gens qui vont se tourner vers des pornographies un petit peu plus extrêmes ou qui frôlent avec l'illégalité versus quelqu'un qui va consommer quelque chose de très vanille, un couple qui fait l'amour, va se sentir plus ou moins mal? Tu sais, est-ce qu'on observe ça? Mais moi, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que ça, c'est intéressant parce que c'est même les données du club. Alors, les données de... Parce que pendant le défi Un mois sans porno, ben on avait mis un questionnaire en ligne, puis pour un peu sonder les attitudes des gens par rapport à la porno, mais aussi comment ils filent par rapport à combien ils consomment, qu'est-ce qu'ils consomment. Puis en général, qu'est-ce qu'on avait trouvé, parce que c'est moi qui ai fait des analyses, c'est les gens qui se sentaient genre un peu entre les deux, comme un peu ambivalents par rapport à qu'est-ce qu'ils consomment comme pornographie, puis les personnes qui se sentent mal. Sont plus susceptibles, sont plus nombreux à dire que qu'est-ce qu'ils regardent, c'est des choses qu'on considère comme à l'échelle sociale, là, moins bon. Là. Alors, tout qu'est-ce qui tombe dans le BDSM, qu'est-ce qui tombe dans... qu'est-ce que... je sais pas si je devrais utiliser ce mot-là. Là. Je n'adhère pas du tout à ce mot-là, mais qu'est-ce que socialement on va considérer comme des perversions. Alors... J'avais hâte de voir c'est quoi le mot. J'étais genre, je buvais tes paroles. Mais comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait considérer qui rentrerait dans la catégorie, avec des grandes guillemets, de la perversion?
Ben c'est tout ce que je disais tantôt, là, qui rentre dans le BDSM. Pas dans le BDSM, le DSM. Dans le Fait qu'on enlève le B. Oh. Fait que la Bible des diagnostics, là, tu sais, c'est qu'on se sent très... Personne ne parle pas de ces choses-là. Personne ne parle de leurs fantasmes, de qu'est-ce qui les turn on, tu sais, mentalement. Tu sais, on parle pas de ça. C'est tellement intime, tu sais. On se dit que ça nous représente peut-être, que ça nous définit. Que... Alors, on a peur de parler de ce genre de choses-là puis de se faire juger. On se juge nous-mêmes, tu sais. Alors, tu sais, à cause que personne n'en parle, on pense qu'on est vraiment les seuls à avoir ces fantasmes-là quand c'est tellement commun. Tellement commun. Mais ouais, alors, tu sais, les choses qui sortent plus de qu'est-ce qui est considéré acceptable, disons, comme si tes fantasmes, c'est de la passion puis de la romance, ben disons, tu vas avoir beaucoup moins de culpabilité puis de honte que si tes fantasmes, c'est de te faire fesser nu en public par un clown. Par le clown de Ouais. Puis, tu sais, ce que tu mentionnes, c'est de la porn un peu plus hardcore, peut-être. Juste pour comme, mettre en contexte, ce serait de la porn, justement, à l'opposé de la porn vanille, qui serait un peu plus, disons, dans la douceur. Softcore. Tu sais, hardcore, il y a beaucoup plus de, justement, le BDSM bondage, de domination. Il peut y avoir des coups, des crachats dans le visage, de l'humiliation. Puis ce type de porno-là en particulier, est-ce que vous pensez que ça peut mener les hommes, à développer des attitudes violentes envers les femmes? Puis ça, c'est comme une grosse question, puis j'ai l'impression que on pourrait passer un épisode presque entièrement là-dessus, mais est-ce que vous pensez que ces types de porno-là en particulier peuvent amener des hommes à avoir des comportements violents? J'aurais tendance à dire que, un peu, tu as abordé le sujet tantôt des médias de masse en général, de comment on élève les enfants en bas âge. Je pense que le problème commence là. Fait que non, c'est pas la porno le problème. Je veux dire, il y a personne qui va te mettre devant cette vidéo de porno-là puis qui va crier. Je veux dire, à la limite, t'es allé chercher cette vidéo-là. Ouais. S'il y a un problème, c'est pas la porno qui l'a causé, tant qu'à moi, là. Je veux dire, le nombre de films qui mettent de l'avant, tu sais, la fille qui dit non, puis là, finalement, le gars l'écoute pas, puis là, finalement, elle est comme « Ah, wow, j'attendais juste ça, finalement. » Le comment on explique aux enfants dans le cours d'école que si un petit gars n'est pas fin avec toi, ben c'est parce qu'il t'apprécie. Je veux dire, ça commence tellement loin. Ouais. Après ça, puis pourtant, je veux dire, on va retourner au fait que c'est pas tout le monde qui veut reproduire ses fantasmes. Je veux dire, le fantasme là, de se faire violer, il est là, puis il y a plein de gens qui l'ont. Mais je veux dire, la réalité de la chose, ils n'ont pas envie de se faire violer pour vrai, tu sais. J'ai comme l'impression qu'on se posait les mêmes questions avec les jeux vidéo. Il y a eu beaucoup de, on le sait, de fusillades dans les écoles au cours des dernières décennies. Puis souvent, on se demandait si les tueurs jouaient à des jeux vidéo. Puis souvent, c'était le cas. Et là, on se demandait, est-ce que les jeux vidéo peuvent amener les gens à faire plus de violence, par exemple? Puis c'est comme un peu la même notion avec la porn. Est-ce que la porn va amener des gens à faire plus de violence? Ou est-ce que, au contraire, ça va sublimer des pulsions, donc plutôt que de le faire, on va vivre dans la porn. Dans les pays où est-ce que la porno est comme plus accessible, disons, comme les mœurs sociales sont moins restrictives par rapport à la porno. Comme au Canada, par exemple. Comme au Canada. Les attitudes envers les femmes sont meilleures en général. C'est une corrélation, là. C'est pas un cause à effet, là. Des désirs de soumission puis d'humiliation, les femmes en ont. Le problème, c'est plus le patriarcat en général dans la société qui fait qu'on a l'impression que la femme est soumise puis que c'est pas correct. Mais là, c'est que t'enlèves complètement le pouvoir à la femme d'être consentante à ces actes-là puis à le désirer. Ouais. Parce que, en regardant la situation, tu fais comme « Ah oui, mais c'est vrai, les femmes sont maltraitées dans la société aussi. » Ah, ben, tu sais, je veux dire, de penser que c'est la porn qui a causé ça. Ou que la porn est comme ça. Je veux dire, c'est comme deux choses différentes. Puis là, on fait le lien. Parce que c'est vrai que on n'est pas si bien traité que ça en général. Je veux dire, bon, là, ça s'améliore, mais c'est bon. Jour 12, Sébastien. Je me suis encore touché sur la vidéo de 8 secondes de Jessie qui twerk à 4 pattes sur le lit. C'est le seul contenu permis qui m'excite à tout coup. C'est rendu un peu la béquille sur laquelle je m'appuie pour mastiquer le manche. Je me demande combien de fois je me serais crossé sur cette vidéo d'ici la fin du défi. Sans doute plus de fois que ses fesses rebondissent. 10 fois. Et oui, j'ai compté. Mais au-delà de plus des fantasmes de domination, d'humiliation, je me posais la question par rapport au plaisir. Tu sais, je me dis qu'en porno mainstream,
l'attention va beaucoup plus être portée au plaisir de l'homme, à l'éjaculation de l'homme, qui est même l'apogée de la vidéo, le fameux cum shot. On voit moins dans la porno mainstream des femmes jouir, ou quand elles jouissent, c'est très performatif. Est-ce que vous pensez que si cette porno-là est consommée par des jeunes ou des gens qui n'ont pas eu encore de relations sexuelles, ça peut leur donner une fausse impression de ce qu'est une relation sexuelle? D'abord qu'on est conscient que la porno, c'est des fantasmes. C'est juste ça, c'est des fantasmes sur des écrans. T'sais, si on parle de porno audiovisuel, évidemment. Quand on sait ça, ben on sait que c'est pas réaliste nécessairement, que c'est juste pour le fun, c'est pour le plaisir, c'est pas éducatif, là. C'est pas... Oui, mais ça revient à l'éducation sexuelle, ou plutôt au manque d'éducation sexuelle dont tu parlais, Chloé, plus tôt. Ça montre un manque à ce niveau-là. Si un 100%. jeune croit ça, ou du moins une personne c'est qu'on n'a croit pas ça. d'outils vers lequel se tourner. Il n'y a pas d'éducation sexuelle standardisée qui a de l'allure au Québec. Fait que les parents vont pas faire d'éducation sexuelle, sont pas à l'aise d'en parler avec leurs enfants, puis... je veux dire, l'information, il faut que tu ailles la trouver en quelque part. Puis ça cause du stress envers les hommes aussi. T'sais, on dit, là, ça focus sur le plaisir masculin, bien, ça focus sur l'érection aussi. La performance. La performance. Puis je veux dire, quelqu'un qui éjacule rapidement ou qui perd son érection ou que ci ou que ça, bien là, ça vient avec de la détresse aussi pour les hommes. Fait qu'autant la femme n'est pas bien représentée, mais autant l'homme non plus est pas, on lui fait pas justice. Oui, justement, comme dans... Moi, j'ai regardé... Pour une étude, j'ai regardé 5 ans... J'adore comment tu te pour le travail. Oui, c'est ça. Là, c'est une étude que j'ai publiée. J'ai regardé 50 vidéos de porno dans une semaine. J'ai comme clenché ça, là. Puis, je codifiais pour les orgasmes. Combien d'orgasmes est-ce que les gens ont atteint? Genre, même si ça avait l'air fake, je le comptais. C'était quoi les indicateurs de l'orgasme? Qu'est-ce qui causait les orgasmes? Puis, dans aucun cas, est-ce qu'une femme s'est donné un orgasme? Mais dans comme plus que la moitié des cas, les hommes, ils se le donnaient à eux-mêmes. Puis le reste du temps, c'était par pénétration, là, quelque chose comme ça. Ouais. Comme si la femme n'était pas maîtresse de son propre plaisir. Non, effectivement, mais en même temps, ça met tellement une immense pression sur les hommes aussi, à tout donner la stimulation aux femmes. tu sais. Oui, puis, ah mon Dieu, ça. Puis le nombre d'hommes qui sont insécures si il y a un jouet qui est amené dans la relation, si ta main descend vers ton clitoris pendant la pénétration, puis là, c'est comme, wow, je fais pas ma job de mâle comme il faut. Puis pourtant, je veux dire, en tout cas, l'inverse, c'est tellement pas... Ben peut-être pour certains... J'ai l'impression que l'inverse est moins vrai qu'une femme que, je veux dire, si le gars finit en se touchant, que tu vas te sentir... On n'a pas... C'est pas, c'est intéressant, Ouais, ça. c'est intéressant. comme si tu es habitué de le voir, le gars qui va se toucher pour finir, puis c'est comme normal. Mais une fille qui se touche pendant la pénétration, là, c'est comme, wow, attends, là, t'as pas de fun juste comme ça. Puis C'est comme le signe d'un manque de compétence du partenaire masculin, par exemple. Oui. Alors que pour le gars, se finir à mitaine, comme on disait, le principe du cum shot est tellement, même du bukkake à certains égards. cream aussi. pie. Le cream pie, c'est de... Donc Ça veut dire quoi, ce que tu viens de dire, pour les gens qui ne sauraient pas? Mais je pense qu'on dit bukkake. Ouais. Ouais, mais ça, c'est plein d'éjaculations. Ça, c'est comme Ouais. plein d'éjaculations sur une personne au centre. Plus visage. souvent qu'autrement une femme. Puis le cream pie, c'est de venir sur... Non, c'est à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur? Ouais, c'est à l'intérieur. Ça ressort. C'est ça. Ok. Pense à un bang Boston Cream. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est ça. La femme ou le vagin, c'est ça. Tu pèses dessus, puis ça sort. Je dis pour un Boston. Hey, la métaphore de cet épisode-là, c'est vraiment la bouffe. Ça. Ouais. Je suis très, très down avec ça. T'as dit un terme, Chloé, puis j'aimerais ça que tu me parles de ta vision de ce terme-là. T'as dit porno éducative. Ah, ben ça... Ça se manifesterait comment dans ton idéal? Est-ce que ça existe? Dans mon idéal, pas à ma connaissance. La porno éducative, je veux dire, justement, je le parlais, tu sais, de super... Déjà, le consentement. Demander le consentement à plusieurs étapes de la relation sexuelle, de réévaluer si la personne est encore partante, de montrer, mettons, quelqu'un qui, finalement, je suis pas à l'aise avec ça, puis comment tu gères une situation comme ça, de montrer quelqu'un qui perd son érection, quelqu'un qui éjacule rapidement, qu'est-ce que tu fais après ça, de montrer des gens qui essayent une position, ça marche pas, tu sais, de montrer la réalité de la sexualité, d'avoir un queef, genre, tu sais, des affaires vraiment nounounes, mais qui
t'éduque sur la réalité de la sexualité. Je te dirais que ces expériences-là avec la porno, j'en ai beaucoup plus retrouvé sur OnlyFans qu'ailleurs. Puis c'est drôle parce que j'ai pas l'habitude de m'abonner à des OnlyFans, mais j'ai commencé à le faire. Je me suis abonné à un en particulier et c'est vraiment de très longues vidéos, là, du 40 minutes parfois. Puis c'est souvent juste le créateur de contenu avec d'autres hommes, mais la caméra est très, très fixe. Il y a personne d'autre qu'eux dans la pièce, tu le sens. Puis des fois, il y a des moments là, où il y en a un qui va aux toilettes, il y en a un autre, il va fouiller dans son sac pour trouver son loup parce qu'il n'y en a pas assez. Des fois, ils vont essayer de changer de position, ils vont s'accrocher. Puis tu sais, puis ça, je le retrouve beaucoup plus sur OnlyFans qu'ailleurs. Il y a quelque chose de beaucoup plus authentique, peut-être. Puis là, c'est sûr que tu vas prêcher pour ta paroisse. Mais en fait, je suis en train de prêcher pour ta paroisse. Ben déjà, que ce soit OnlyFans ou juste de la vente directe, parce que moi, avant OnlyFans, j'en vendais directement. C'est juste que OnlyFans offre une plateforme de distribution de paiement qui est sécuritaire puis facile. Moi, pour OnlyFans, j'entends pas les gens parler de porn, mais c'est du contenu. Ouais. C'est de la création de contenu. Tu fais beaucoup de vidéos qui vont être custom. La personne va te demander des trucs qu'elle veut que tu fasses. J'ai des collègues qui sont hyper créatifs, puis c'est comme artistique, la porn qu'ils font, là. C'est vraiment cool de voir ça. C'est beau à regarder, tu oublies quasiment que c'est... Je veux dire, oui, c'est excitant, là, mais ça reste que, tu sais, quand c'est ton ami que tu regardes avec son chum, là, t'as un autre aspect. Tu sais, quand t'en fais aussi, c'est sûr que tu le regardes, t'es plus en train de le décortiquer puis l'analyser que d'en profiter. Mais oui, clairement. Puis je veux dire, tu le sais aussi sur OnlyFans, c'est un peu ce gage-là. C'est des entrepreneurs, c'est leur business. Puis tu choisis ce que tu fais, puis à qui tu le vends, puis pour combien. Puis tu as vraiment ton mot à dire dans chaque étape du processus. L'authenticité là-dedans, ben là, c'est sûr aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre des bloopers sur OnlyFans. C'est genre ben oui, ben moi, j'avais même fait un montage de photos de photoshoot, mais que j'avais pas pris, que j'étais en train de tomber en talons hauts, tu sais, puis que je fais une grimace. J'adore ça. J'avais fait un montage de... Ouais, mais j'ai pas de... Je suis pas un gros... je suis pas une personne fière. Je suis pas... assez d'égo, là. T'as de l'autodérision, pas sérieux, d'orgueil. non, je trouve ça crampant ben raide, là. Jour 16, Sébastien. Faut que je te dise. J'éprouve beaucoup de difficultés à me masturber en pensant à quelqu'un qui travaille pas dans l'industrie du sexe. Qu'il s'agisse d'une connaissance, d'une vieille flamme ou de ma copine. Puisque ces personnes ne sont pas des actrices ou des acteurs porno, je suis mal à l'aise à l'idée de me toucher en pensant à elles. C'est comme si je commettais une infraction. J'avais besoin de leur consentement. Et encore là, je sais très bien que ma copine serait contente d'apprendre que je me touche en pensant à elle. Mais l'authenticité, c'est vraiment big. Tu sais, les gens, ils cherchent beaucoup l'authenticité pour même vivre du plaisir. Comme il y en a des gens qui... Puis là, comme des gens en général, mais surtout des femmes. Tu sais, souvent, tu sais, comme, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour elles, c'est qu'elles perçoivent que le plaisir de la femme dans la vidéo, il est authentique. S'il y a des affaires qui ont l'air comme, ah non, ça, c'est no way qu'elle aime ça, ou bien, ah non, je perçois, on dirait une grimace peut-être derrière ce sourire-là, ils vivent pas le plaisir, tu sais. Puis, ben justement, des plateformes comme OnlyFans, parce que tu sais, la personne le fait elle-même, c'est là, tu sais que qu'est-ce qu'elle fait, ça y fait du bien. Oui. Ouais, ça, c'est quand même big, là. C'est sûr que ça reste, là, ça, c'est un autre aspect, ça reste un travail, là, je veux dire, c'est authentique à une certaine limite, mais moi, ça m'est déjà arrivé, mettons, de juste, je reçois des nouveaux sextoys, puis là, je fais comment? Je vais l'essayer, puis je mets la caméra, puis là, tu sais, il n'y a pas de plusieurs takes, il n'y a pas non. Puis c'est vraiment, je suis venue pour vrai, puis c'était comme... c'est mal filmé, tu vois pas grand-chose, mais comme c'était vrai, ça pogne en masse. Là, je veux dire, il y a eu aucune réflexion derrière ça, il y a aucun travail de contenu, mais c'était un vrai orgasme. Ça, je les édite pas, ces vidéos-là, je ne me regarde pas, c'est gênant. Là. Puis ça, ben, sais-tu de quoi t'as l'air quand tu viens? Non. Ça t'empêche de regarder en vidéo, puis là, de non, devoir... c'est ça, je pense pas. Oui, c'est vrai. Puis ça, j'en ai parlé avec d'autres personnes. Clairement, je suis pas la seule à avoir un malaise à me regarder sur écran après ça, dans un moment où justement, d'habitude, tu te vois pas. Là. Mais c'est un grand moment d'abandon, un orgasme, puis un grand moment de vulnérabilité. Fait que c'est sûr que
Pourquoi toi, tu aurais plus envie d'assister à ça que n'importe qui d'autre qui le vit dans sa chambre? C'est tellement cohérent. Mais c'est beau à voir aussi. Ouais. Je veux dire, quand tu es en train d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, de sentir que l'autre a un orgasme puis c'est vraiment cool. C'est juste que c'est gênant quand c'est toi. C'est clair. Ah ouais, vraiment. Ben oui, juste regarder les vidéos du podcast, j'ai des frissons de moi-même. Bon, c'est ça. Venir dans le noir sans modification. Je trouvais ça quand même intéressant aussi de parler du fait qu'avec OnlyFans, il y a quand même l'aspect de la rémunération qui est intéressante aussi. Parce que moi, avant OnlyFans, j'avais jamais déboursé un sou pour la porno. Je faisais partie de ces gens-là qui sont peut-être la majorité qui allaient sur les grands sites de streaming comme Pornhub ou... Vas-y, fais-nous ta liste de hashtags. C'est quoi tes go-to sites gratuits? Non, mais tantôt, c'était tes catégories. Ben, il y a un site gay qui s'appelle Macho Fucker. Puis il y a comme vraiment beaucoup de vidéos complètes. En fait, c'est super bien répertorié. C'est vraiment comme une espèce de Netflix pour la gay porn. Mais tu sais, il y a aucun... Il n'y a rien qui va aux performeurs. Là. Mais en même temps, ce qui est cool avec OnlyFans, c'est que là, vraiment, tu peux encourager les créateurs, les créatrices de contenu. Est-ce que tu as une opinion sur la porn gratuite? Je trouve ça bizarre que les gens soient aussi réfractaires à payer pour leur porn. Comme si ça c'était ancré que c'était un droit puis un dû, presque. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on s'attend à ce que, au Québec, le système de santé est gratuit, ben la porn est gratuite aussi, puis c'est ça qui est ça. Pourquoi je paierais si je peux en avoir gratuitement? Ben là, ça amène une autre question. Tu sais, je veux dire, sur la consommation éthique et responsable en général, que ce soit d'acheter local ou de pas... le fast fashion ou au niveau des émissions de gaz à effet de serre, je veux dire, c'est la consommation responsable, c'est très, très large. Moi, j'ai jamais travaillé avec des grosses maisons de production de porno. Je sais pas de premier plan là, comment ça se passe, mais ce que j'ai entendu, c'est que t'as pas ton mot à dire, que souvent, c'est pas nécessairement agréable, respectueux ou doux. Puis que, ben, tu te fais dire un prix, puis c'est à prendre ou à laisser. C'est un peu d'être employé de quelqu'un. Ouais, c'est ça. De travail versus être à ton compte. Ouais. Ben, ça peut être plus payant d'aller travailler pour quelqu'un. Tu vas peut-être plus te faire chier, t'aimeras peut-être pas ton boss. Tu vas peut-être avoir des tâches à faire que t'aurais pas voulu faire, mais comme c'est ça qui est ça. Versus t'es à ton compte. Mais il y a l'autre aspect aussi. Quand tu es à ton compte, ben t'as pas de sécurité d'emploi. Puis si t'as pas de followers, si le monde s'abonne pas, si le monde n'achète pas tes vidéos, ben t'en fais pas d'argent. Jour 18, Laurent. Dans la porno, ce qui m'obsède le plus, ce sont ces béances. Ces trous immenses, ces anus élargis par les sexes et qui restent ouverts après la pénétration, qui gapent, comme on dit dans le langage porn. Des corps machines qui pilonnent puis laissent des trous roses derrière eux. Quand je me fais pénétrer, c'est à mon propre trou, à ma propre béance que je pense. Léa, est-ce qu'on remarque des liens de corrélation entre des pratiques plus éthiques vis-à-vis de la porno, genre payer pour sa porno, s'assurer du consentement des performeurs et les émotions ressenties quand on en consomme? Bien, j'ai pas vu d'études là-dessus. Mais, tu sais, je dirais que oui. Tu sais, c'est à quelque part, quand tu es conscient, c'est des enjeux qu'il pourrait avoir derrière la porno que tu consommes, puis tu vas out of your way, tu sais, tu fais ta recherche, tu t'assures que qu'est-ce que tu consommes, c'est éthique, les gens sont bien payés, tout, puis tu sais, aussi, payer pour ta porno, tu sais, c'est pas un coup sûr, tu sais, ça va pas nécessairement dire que qu'est-ce que tu vas acheter, c'est éthique, mais ça t'aide, disons, à t'assurer. Tu sais, c'est mieux, là. Comme ça me fait penser aux données du Club Sexu, encore, là. Il y avait du monde qui était comme, ah ouais, ça serait tellement... Tu sais, je me sens pas trop bien par rapport à qu'est-ce que je consomme. J'ai pas tout le temps l'impression que c'est éthique. Tu sais, moi, j'aime ça, du monde qui ont l'air jeunes. Mais puis ils disent qu'ils ont l'âge, tu sais, qu'ils sont des adultes, mais je suis jamais certain, tu sais. Puis ils se disent, peut-être j'aurais comme commencé à payer pour ma porno puis à consommer plus de porno, plus féministe. C'est des choses que tu sais qui sont éthiques. Mais là, la personne est comme, ouais, mais c'est que je sais que ça m'excitera pas. Comme le contenu féministe, je trouve ça plate. Mais tu sais, je sais pas si on a vraiment regardé. Mais tu sais, c'est le genre de commentaires que je lisais, tu sais. Des trucs éthiques dans la porno mainstream, il y en a aussi. Là, je veux dire,
les performers, c'est pas toutes des victimes qui se font abuser puis tout ça. Mais je veux dire, c'est d'aller faire ces recherches justement sur les maisons de production, sur comment ça fonctionne. C'est juste que monsieur, madame, tout le monde, quand ils ont envie de se crosser, ils vont pas nécessairement faire ça. Puis une fois qu'il est venu, il ferme son écran puis il pense pas. Fait que tu le fais pas, mais les gens qui font de la porn mainstream, ils n'ont pas besoin d'être sauvés puis C'est vraiment comme le grand discours. C'est des personnes qui sont anti-pornographie. La raison pourquoi est-ce qu'ils se considèrent féministes et anti-pornographie, c'est justement à cause de cette attitude paternaliste-là, condescendante même. Que, c'est l'idée que, comme there's no way qu'une femme, elle voudrait faire ça. Ouais. Fait que elle fait ça par coercion ou même quand elle dit que c'est comme, ben non, je le fais vraiment parce que je veux. On considère que la pornographie comme telle, c'est une violence. Puis si c'est pas directement sur la performeuse, ça aurait des effets secondaires sur la société. Ça maintiendrait des inégalités de genre, puis le pouvoir masculin. Mais on sait, comme on a discuté tantôt, on sait que le problème, c'est le patriarcat. c'est les attitudes misogynes en général qui est déjà là. C'est pas la pornographie. Jour 24, Laurent. Des fois, je me masturbe devant de la pornographie tellement loin de ma réalité. Je regarde parfois des vidéos plus hardcore, du fisting, du BDSM, mais même déjà arrivé d'éjaculer devant un golden shower. J'ai pourtant pas l'intention ou la curiosité d'essayer ces pratiques dans la vraie vie. Je suis alors un pur voyeur. C'est juste du divertissement. Mais on dirait qu'il y a quelque chose de tellement fascinant quand on pense à le fonctionnement de l'imaginaire. Tu sais, c'est comme si, quand on parle de porno, c'est comme si parfois l'imaginaire n'a pas de limite. Ça peut aller tellement loin. Tu peux, if you can think of it, there's porn of it. Fait que de la porn, il y en a en masse. Dans le sens, c'est vaste en tabarouette avec tout ce qui se retrouve. Si tu peux l'imaginer, ça existe. Non, ça me fait capoter. Il y a un fantasme pour tout, comme se faire frotter, comme frotter des ballons. Là, puis là, c'est les éclater. Puis je veux dire, moi, j'ai déjà... Sentir l'odeur des pneus. Puis de sentir, comme de filer la texture du pneu. Puis c'est comme... Le marcher en talons aiguilles sur différents trucs. Genre je me suis déjà fait ASMR. payer. Moi, je me suis déjà fait payer pour 4 heures en talons aiguilles sur différents sacs qui étaient duct-tapés pour pas que rien sorte. Puis chaque sac avait une texture différente. Puis là, c'était comme je piétinais un sac jusqu'à temps que ça arrête de faire du bruit. Puis je passais à un autre sac. On a tous et toutes aussi un souvenir quand on était jeunes d'avoir tombé sur la porn zoophile, là, genre quand on était jeunes. Moi, nous... Ah ouais? avec... Tous? Moi, j'en ai... Moi, je pensais à Bleu Nuit, genre, mais... Quand j'étais enfant avec mes cousins, cousines, genre, ça nous est arrivé de juste comme... On savait que ça existait parce qu'à l'école, ça s'était passé. Le mot, là, qu'il y avait une dame qui se rentrait une anguille. On a vu ça. Ah, OK, on n'a pas vu de la... Mais là, tu m'en dis. Mais moi, j'ai été avertie très jeune qu'une fois que tu as vu quelque chose, you can never unsee it. C'est Puis je me suis fait dire, si tu as envie d'aller googler des affaires bizarres, vas-y, mais assume les conséquences et les cauchemars que tu vas faire après. Absolument. J'ai jamais regardé Two Girls, One Cup. C'est ça, c'était mon prochain point. Pour beaucoup de gens, Two Girls, One Cup, ça a été genre un des premiers rapports avec cet univers-là. Je sais pas si on peut appeler ça pornographique. C'est quand même pornographique. Je te garantis. C'était quand même une lorgnette pornographique, mais c'était tellement saugrenu. Mais... Puis là, il y avait plein de légendes urbaines. Il y a des gens qui étaient comme, c'est la crème glacée. À l'école, là, ça faisait parler. Là. Mais ça a tellement occupé nos esprits. Là. Il y avait aussi One Guy, One Horse, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Mon Dieu! Ça va, toi, la zoophilie, tu viens d'où? Ouais, c'est ça, OK. Là, c'est à cause du zoo. C'est tellement bon. Mais je pense pas. Tu penses que les moteurs de recherche non, je dis n'importe quoi, mais je trouve ça vraiment drôle d'avoir fait le lien. Moi, j'ai entendu une histoire, là, c'était comme, c'était quelqu'un qui s'est filmé à insérer un pot maçon. Oui, One Guy, One Jar. Puis là, mon Dieu! Puis que ça pète, tu sais. Oui. Ça pète. J'ai daté un médecin, puis il me disait que ça, c'est le truc. C'est dangereux. Le monde qui se rend des affaires dans le cul, mais comme. Oui. Je suis tombée dessus réfléchis, là, comme. Explore, là, c'est correct. T'as plein de terminaisons nerveuses, mais des ampoules, tu sais. Des bouteilles de shampoing. Mais c'est juste que souvent, quand t'as un réflexe de te
te rentrer quelque chose, t'es dans la salle de bain, fait que tu scannes. Moi, quand j'étais jeune, le débouche-toilette. Tu viens de topper l'anguille, là. Ah ouais, qui l'ai cru? Hey, je suis un livre ouvert. Vraiment, C'est malade. décidément. Donc, c'est l'heure de la question qui twerk, donc notre petite carte douce amère de fin de parcours. Oh my God, c'est la question qui twerk. Alors, la question qui twerk, c'est quoi votre premier souvenir avec la porno? Donc, supposons que vous essayez de vous fermer les yeux et de vous plonger dans le passé. Le premier contact avec la porno, ce Ouais, serait quand? moi, je me rappelle exactement. Ah ouais? Ouais. Fait que, je sais pas quel âge j'avais. C'était avant Bleu Nuit. Ah, mon Dieu. Wow. Ouais, comme avant que je découvre Bleu Nuit. Ok, Bleu Nuit ok. existait, là. Mais, Je suis comme, je suis t'as pas- je quel suis pas si âge? vieille. Non, c'est que je marchais chez nous de l'école. Fait que je débarque de l'autobus, puis entre l'arrêt d'autobus puis chez nous, il y a comme un grand parc, puis il y a des arbres, puis c'est il y a un terrain de soccer, puis... Bon, puis là, fait que je marche, puis là, c'était le printemps, ça fait qu'il y avait... Tu sais, il y avait bien des affaires qui apparaissaient avec la neige qui fondait. Puis là-dedans, il y avait une page de Penthouse Magazine. puis c'était juste une photo d'une femme qui avait l'air de jouir, tu sais. Puis c'était assez pour moi. OK. Wow! Wow, fait que avec Fait que la neige j'ai qui ramené fondait. ça à la maison. Puis c'est ça, je suis allée dans ma chambre à coucher, puis c'est ça. Puis en plus, à l'époque, je partageais une chambre à coucher avec ma sœur. Fait qu'il fallait que je m'assure que ma sœur elle allait pas rentrer dans la chambre, qu'elle allait pas, tu sais, c'est tough quand tu partages une chambre avec quelqu'un. Moi, je suis enfant unique, je suis tellement contente de ça, de ne pas avoir eu à gérer une sexualité avec un coloc de chambre. Oh. Puis toi, Chloé? Ben, moi aussi, je te dirais la première fois. Ben, là, la question, moi, je l'ai pas. Ce serait au dépanneur, tu sais, les revues que Ouais. tu avais cachées, puis là, tu sais, t'as tes parents qui payent, puis t'attends, puis là, toi, t'es comme, ils sont Ouais, en ouais. haut, puis t'essaies de regarder. Mais sinon, Bleu Nuit, ça a vraiment été... puis là, des fois, moi, c'est dans le temps que t'enregistrais encore sur VHS, tu sais. Fait que t'enregistres un film, mais tu sais que c'est Bleu Nuit après, puis là, t'enregistres comme 1 heure de plus pour après Wow. ça, après l'école, pouvoir réécouter ton film de genre ce qui jouait à TQS Ouais, le soir. Oui, dans le temps TQS. Oh my God, je suis vieille. Ah oui. Mon cousin avait la télé payante américaine, genre. Fait que là, on est tombé là-dessus. Sinon, j'avais un autre ami, en genre 2e année, Kevin, qui s'appelait. Ah, Puis lui aussi, il avait la télé payante américaine. Et la nuit, puis là, il m'avait dit, tu vas voir, genre, on veille, puis j'ai souvenir que les sexes des hommes me faisaient penser à des grosses saucisses. Genre, enfant, je voyais Ouais. juste ça, des gros wieners, genre. Puis on aurait dit vraiment de la chair en sucre, quasiment. Puis ça tu m'avait... salivais. Je sais pas si je salivais. On dirait que j'étais pas capable d'érotiser ce que je voyais. Je comprenais pas ce que je voyais, je pense, en fait. T'avais quel âge? Peut-être 2e genre année, 7 ans. OK, Ouais. ouais. Toi, t'avais quel âge avec ton penthouse? Mais c'est ça, je me rappelle plus exactement, mais j'avais au moins 12 ans. OK. Ouais, 12 ou 13 ans dans Ce ce coin-là. printemps, t'es 12 ans. Ouais. Et toi, Laima? Ben moi, ça sera pas si original. Moi aussi, ça ressemble à vous. Moi, j'ai des souvenirs d'aller chez une amie. Sa mère habitait à Québec. Puis on savait que tard, si on restait réveillés un petit peu tard, on pouvait allumer la télé, mais avec le son pas fort, un peu comme toi, Chloé. Puis là, je me rappelle qu'on avait un peu vu des choses, mais on les devinait plus qu'on les voyait parce que la télé grichait, parce que je pense que ce canal-là était pas disponible. Bon, là, je vous parle des années Avec les antennes fin de lapin, 90, là. début 2000, ouais, avec les antennes de lapin. Donc, mon premier souvenir, c'était vraiment comme d'essayer de décrypter. Puis là, on entendait un petit peu des sons. Donc, on se demandait ce qui se passait, on comprenait. C'était... Ouais, c'est mystérieux, mais en même temps, c'est vraiment lié comme à des souvenirs vraiment le fun de Ouais. sleepover avec des copines. Vraiment. Puis d'échanger des informations, genre, ah, moi, je sais ça, toi, qu'est-ce que tu sais? Puis là, d'essayer de construire un imaginaire ensemble par rapport à des petits indices. Donc, je garde des souvenirs vraiment chouettes de ces soirées-là. Ah. Un petit peu en catimini. Ouais. Mais donc là, je vous parlais de mon souvenir un peu cutie de Bleu Nuit, mais étant donné que, comme vous savez, moi, je ne révèle jamais mes keywords, comme je l'ai comme je l'ai expliqué dans un article sur le Club Sexu, ne touche pas à mes keywords. C'est tout ce que vous saurez de ma consommation de pornographie. Donc, sur ce grand mystère que je lance à jamais, merci beaucoup, Léa et Chloé, d'avoir été là. C'était fascinant. Ça fait plaisir. Merci.
Donc, on est avec Maude Huysmans en studio. Maude, merci d'être avec nous. Je te présente rapidement. Donc, tu es cofondatrice du Club Sexu. Tu es aussi directrice de création sur l'expérience Sexe, Désir et Data, qui est une expérience qui va être présentée au FI à l'été 2023. Tu es aussi mon amie depuis que j'ai 11 ans. Je ne vais pas faire semblant qu'on se connaît pas. On se passait... Full disclosure. On se passait l'écouteur quand on était bambins. Oui. Donc, on se reçoit aujourd'hui pour parler de l'expérience. Donc, merci d'être là. Bien, merci de me recevoir. D'où est née l'idée de faire une expérience sur le sexe, le désir et les data? En fait, au Club Sexu, on avait envie de se poser la question, en fait, sur la place que le numérique est en train de prendre dans nos vies sexuelles et affectives. Quelles sont les formes d'influence que les nouvelles technologies numériques commençaient à imposer dans nos comportements en ligne et hors ligne aussi. Puis, ben, comme on aime le faire, au Club Sexu, on a envie de déloger la conversation du web puis de créer une expérience physique, ouvrir une conversation collective sur le sujet. Donc, on a voulu monter une expérience qui allait susciter les sens et la discussion, qui allait challenger les gens dans leur intimité, mais sur nos biais collectifs et sociaux aussi par rapport à nos sexualités puis nos intimités, nos désirs. Et puis, ben, on a rapidement pensé à approcher le Studio Phi pour ce projet-là. Comme le Studio Phi s'intéresse à des grandes questions de société, on a été cognés à la porte du Centre Phi puis on a été accueillis à bras grands ouverts. C'est un fit naturel, dans le fond. Oui, exactement. C'est quoi les grandes thématiques de cette expérience-là? Ben, c'est une expérience interactive et multisensorielle qui s'intéresse aux liens. Lien au pluriel entre les sexualités, l'espace numérique, sur les algorithmes, sur la façon dont les intelligences artificielles se construisent. Et puis, à l'inverse aussi, de quelle façon ces algorithmes-là induisent sur nos désirs, sur ce qu'on recherche dans nos sexualités, dans nos relations interpersonnelles, etc. Des fois, on a tendance à démoniser la place du numérique qui s'installe dans nos vies, puis on a voulu savoir, est-ce qu'il y a d'une certaine façon ou de plusieurs façons, ça peut être aussi puissant et émancipatoire pour certaines personnes ou certaines communautés, ces nouveaux outils-là qui s'offrent à nous. Est-ce que tu as des exemples de cette influence positive-là que le numérique peut avoir? Oui, bien, entre autres, les espaces numériques puis les outils numériques permettent de la création de plateformes qui assemblent des communautés de personnes qui ont des sexualités qui se ressemblent ou qui s'assemblent, qui ne se retrouveraient pas dans l'espace géographique réel autrement. Donc, de pouvoir recréer une communauté, par exemple, de personnes queer dans un espace qui est sécuritaire, qui est inclusif, dans un espace de partage, sans jugement, etc., ça peut vraiment être très empourvoirant, puis ça peut permettre d'avancer dans son cheminement aussi personnel et affectif, chose qui serait peut-être pas possible au travers du cercle social de la personne en dehors de cet espace-là. Géographiquement, au Québec, je pense qu'on est quand même privilégié, surtout à Montréal, pour ouvrir puis alimenter ces discussions-là dans l'espace réel, mais c'est pas le cas partout. Sinon aussi, il y a plusieurs personnes qui arrivent à utiliser l'espace numérique pour exploiter une partie d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, une facette de leur sexualité qui n'est pas possible d'exploiter ou de discuter dans la vraie vie. Je pense aux personnes qui n'ont pas eu le privilège de pouvoir faire leur coming out ou de parler de leur sexualité dans leur cellule familiale ou auprès de leurs proches pour plein de raisons valides. On pourrait penser aux personnes qui consomment du travail du sexe puis qui vont exploiter, mettons, leur bisexualité alors qu'ils ne le feraient pas avec leur conjoint ou leur conjointe dans la vraie vie. Donc, tous ces espaces-là qui se créent peuvent protéger des sexualités qui seraient plus fragiles hors ligne. Puis qui ne pourraient pas s'épanouir autrement. Exact. Dans présentiel, pour employer un mot à la mode. Ce qui nous intéressait, c'était de quelle façon, en fait, les algorithmes, les intelligences artificielles s'alimentent de nos comportements, des types de contenus qu'on choisit de consommer en ligne, etc., pour construire leur big data brain. Puis, à l'inverse aussi, on s'intéressait aux différentes façons dont ces algorithmes-là sélectionnent, comme? Exactement. Ils font le tri. Ils font le tri et sélectionnent quel contenu parmi l'immense quantité de contenu auquel on a accès en ligne, quelle sélection est faite, puis à quel contenu, nous, on est mis en relation. Fait qu'il y a une espèce de forme d'entonnoir qui s'opère puis qui favorise des représentations spécifiques, des représentations qui sont plus performantes. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, c'est que ça a une influence sur les diversités de représentations qu'on voit en ligne, les diversités de vécu, les diversités d'expériences sexuelles aussi. Puis toutes ces modalités-là nous intéressaient. Pour certaines œuvres, vous avez consulté des travailleurs et des travailleuses du sexe. Pourquoi c'est important pour vous d'aller chercher ces expertises-là, ces témoignages-là réels?
Ben, c'est un peu une pratique qui vient, qui est propre au club sexuel. On ne s'appelle pas un club pour rien aussi. On a envie d'approcher ces différents sujets-là à l'aide de perspectives diverses, des perspectives authentiques aussi, puis d'apporter une perspective nuancée sur nos thèmes. On s'intéresse aux technologies diverses, puis entre autres, on s'intéresse à comment ces technologies-là influencent le travail du sexe, les performances sexuelles en ligne, au travers de l'écran, etc. Donc, on a eu envie de travailler de près avec des travailleurs et des travailleuses du sexe qui ont des expériences web à partager dans la création de contenu, dans les live streams, et puis, donc, entre autres, avec Chloé Saint-Laurent. Puis d'ailleurs, dans l'expérience, il y a une œuvre qui s'intéresse tout particulièrement à la pornographie, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous donner un petit tease de cette œuvre-là? Dans cette œuvre-là, on s'intéresse à qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'utilisation de la caméra, de la vidéo pour recréer des intimités dans la distance, des sexualités, mais aussi pour se mettre en scène, la mise en scène de soi et la performance qui peuvent permettre des choix agentifs pour la personne qui crée les contenus. Puis qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de sa vie personnelle et privée quand elle crée du contenu qui est voué à être dédié à un public, à une plus grande communauté ou à une clientèle. Donc, toutes ces questions-là sont abordées dans l'œuvre. OK. Donc, un peu comment le monde du spectacle puis la vie intime se chevauchent. Exactement. Ouais. Parfait. Puis, tu parlais d'agentivité un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? On veut demander au public, en fait, est-ce que nos désirs nous appartiennent vraiment? Est-ce qu'ils ne sont pas dictés par une construction qui est plus grande au travers du web? Et en ce sens-là, si on peut permettre au public de gagner un regard un peu plus aiguillé sur ces constructions-là qui nous influencent, bien, je pense qu'on permet un peu plus d'agentivité sexuelle pour les gens qui vont continuer d'utiliser ces outils numériques-là puis qui vont continuer d'évoluer avec dans les prochaines années. Ben oui, c'est intéressant parce qu'on est tellement à l'ère des intelligences artificielles, puis des chats GPT, puis de toutes ces affaires-là autour de nous. Puis c'est vrai que c'est quand même assez nouveau. Mais ça va vite, donc, surtout. Ça va vite. Ouais. Mais on a une grande capacité d'adaptation aussi. On maîtrise très rapidement ces nouvelles technologies-là au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais elles changent aussi les règles du jeu en cours de route. Fait que si on peut permettre aux gens de voir comment ces règles du jeu-là se transforment de manière perpétuelle, ben je pense qu'on gagne en agentivité. Oui, puis peut-être prendre une forme de pas de recul aussi. Ouais. Parlons d'intelligence artificielle. Justin, je profite de ta présence ici parce que toi aussi, tu participes à la création de l'expérience, notamment sur la conception de la fameuse intelligence artificielle non genrée qui s'appelle Max. Comment ça marche? Oui, bien, tu fais bien de me outer. Je suis bel et bien je travaille sur l'expérience, moi aussi, à titre de concepteur-rédacteur, en fait. Et je travaille aussi, oui, sur Max, qui est une intelligence artificielle non genrée, comme tu as dit, qui interagit avec les visiteurs, les visiteuses, de manière un peu flirty par moment. À travers un cellulaire? À travers, oui, un cellulaire là, pendant l'expérience. Max va soulever des billets qu'on peut avoir par rapport à la sexualité. Max nous confronte un peu sur des attentes qu'on peut avoir aussi. C'est le fun parce que ça s'inscrit vraiment dans une espèce de ce que j'appelle une course au IA là, en ce moment. Là. Ouais. Un peu comme la conquête spatiale. Et au moment où on a commencé à conceptualiser l'œuvre puis l'expérience, c'était pas vraiment le cas. Il n'y avait pas cet engouement-là pour les IA, donc je suis comme vraiment excité de faire partie de cette conversation-là. Puis Max est assez unique parce que on lui a donné une personnalité vraiment différenciatrice. Juste le fait que Max soit non-genré, l'assume haut et fort, que Max parle de sexualité, des sexualités. Vraiment, là, c'est... Je pense souvent à Max. Mais des fois, je rêve à Max. C'est vrai que quand vous avez commencé à travailler là-dessus, on ne parlait pas à ce point-là d'intelligence artificielle. C'est comme tomber dans un contexte... ça tombe à point nommé, en fait. Vraiment. Oui, puis en fait, au travers de sa curiosité, Max va poser des questions au public au travers de son déambulement dans le parcours. Puis cette curiosité-là, ces questionnements sur comment on fonctionne, comment nos désirs fonctionnent, c'est quoi le hashtag du désir. Et Max va mettre en exergue aussi des questions que des fois, on ne se pose pas nous-mêmes sur comment on navigue aussi au travers de ça. Est-ce qu'on est capable de nommer ces changements-là qui s'opèrent en ce moment? Puis, ça va être comme une nouvelle façon de réfléchir aux grandes questions qu'on a envie de poser au public. Oh my God, ça donne vraiment envie. D'ici là, Maude, qu'est-ce que
tu as envie que les gens retiennent de cette expérience-là en sortant? J'ai envie que les gens ressortent de là avec plus de questions, c'est sûr. On répond à rien. J'ai envie que les gens réfléchissent au fait que nos identités aujourd'hui sont tellement maillées entre la réalité et le numérique que maintenant, on ne peut plus les penser comme deux identités séparées. Puis comment on peut nommer ces choses-là, comment on peut les articuler, puis en parler au travers de nos proches aussi. Fait que si les gens peuvent commencer à se poser des questions sur l'interface qui sépare le réel et le numérique est une interface qui est poreuse, à mon sens. Puis je pense que ça, c'est comme un leg que j'aimerais qu'on laisse aux visiteurs et aux visiteuses. Oui, c'est pertinent parce que c'est vrai que, tu sais, moi, je suis milléniale, fait que Internet est comme arrivé pendant que j'étais au primaire, au secondaire. Tu sais, qu'on avait nos premiers cours d'informatique, on disait beaucoup ça, tu sais, ce qui se passe en ligne, ce qui est virtuel, c'est pas la réalité, c'est pas vrai, mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que oui, bien sûr, c'est la réalité. Exact. Puis c'est ça, tu t'emploies le mot poreux, je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Mais moi, ma curiosité est totalement piquée, donc je serai au rendez-vous. Donc, l'expérience Sexe, Désir et Data va être présentée au Centre Phi à l'été 2023, donc à Montréal. Et après ça, vous partez là où le vent vous mène, en fait. Exactement, oui. Donc, 6 mois au Centre Phi, puis après ça, on déménage, puis on va essayer d'accessibiliser cette expérience-là au plus de gens possible. Fait que restez à l'affût, les amis qui nous écoutent. On va te trouver des billets, Laima. J'ai une plug. À quoi tu jouis saison 3 est une production du Club Sexu. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Chloé Saint-Laurent et Léa Séguin, ainsi que Maude Huysmans. Un immense merci à l'équipe du Centre Phi, sans qui rien n'aurait été possible cette saison. À la production, Mylène Lévesque. Au son, Philippe Rochefort. À la réalisation vidéo, Kevin Delamour et Charlie Poirier-Boutillette étaient à la caméra. À la recherche et au booking, Jeff Desilets. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. On tient à remercier Geneviève Bergeron pour sa vision. La musique originale est signée Mike Clé. Un merci tout spécial à Cozy pour le soutien financier.